Bonjour à tous. Il travaille depuis 35 ans dans le groupement des commerçants indépendants qui a été créé par son père Édouard. Depuis 2006, il préside la structure qui chapeaute l'ensemble des centres Leclerc. Il s'est fixé pour objectif d'être le premier distributeur français et peut-être même dès l'an prochain. Bonjour, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Les chiffres sont tombés hier. Entre le 22 avril et le 19 mai, l'enseigne Leclerc est devenue le premier distributeur en France, devant Carrefour. Ça veut dire que le pari est déjà gagné? C'est un pari, c'est un challenge interne. Challenge. Vous savez, entre deux équipes de foot, c'est normal que le président du PSG dit on va tacler celui de Marseille. En fait, ce n'est pas un objectif en soi, ça ne définit pas une stratégie, mais c'est un bon repère. Et c'est un bon repère parce que depuis la fusion Carrefour-Promodes, beaucoup de pronostiqueurs avaient dit que les indépendants dégageraient du marché. Il a été écrit beaucoup de choses autour de ça. Et donc c'est un peu la revanche des provinciaux, la revanche des régionaux. Et à côté de nous, vous avez vu que d'autres groupes d'indépendants, comme Système U ou Intermarché, font aussi la course en tête, font les plus forts taux de croissance. Donc derrière ça, ce n'est pas simplement une querelle Leclerc-Carrefour, c'est des modèles concurrents de distribution, une stratégie très différente. Et si nous marquons des points, c'est d'abord parce que nous avons une stratégie consumériste très affirmée et très lisible. Cette querelle Leclerc-Carrefour, elle rythme tout de même l'actualité du secteur en France et elle atteint des proportions assez inédites. On assiste à une guerre des prix, une guerre des mots via les spots publicitaires. Croyez-vous vraiment qu'il y a une guerre des prix en France ? Moi j'ai le sentiment que depuis quelques temps, Carrefour est allé sur votre terrain, communique beaucoup sur le sujet en tout cas, annonce des prix plus bas que les vôtres dans certains cas. Vous contestez Je ne crois pas qu'il annonce des prix plus bas, mais par contre, qu'il soit rattrapé par l'ambiguïté d'un discours, l'un qui consiste à dire il faut parler aux consommateurs et dire qu'on n'est pas cher, mais en même temps, il faut que je donne des gages aux actionnaires, il faut que je sorte des profits. Donc Georges Plassat, le nouveau patron de Carrefour, est un peu à la croisée des chemins. Il a envie de venir vers nous parce qu'il voit bien que c'est une clé du succès. Mais en même temps, Carrefour n'a pas baissé ses prix. On est toujours à, ou s'il l'a fait, c'est en termes publicitaires, promotionnels, on est toujours à 3-4 points d'indice de prix devant, quoi. Donc il n'y a pas de vraie guerre de prix. Il est certain qu'avec la nouvelle loi, on a remis les marques françaises dans la moyenne européenne. Ça, c'est très bien. On a supprimé les marges arrière. Il y a plus de concurrence, si vous voulez. Mais il n'y a pas de guerre des prix. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Vous considérez que vous êtes toujours clairement celui qui propose les prix les plus bas? Je crois, oui. Ouais. Alors justement, vous êtes pour le grand public le défenseur du pouvoir d'achat. Depuis quelque temps, vos fournisseurs, vos concurrents donnent de vous une autre image, celui d'un distributeur qui dicte sa loi, qui étranglerait des filières tout entières. Est-ce qu'on n'arrive pas là au bout d'une certaine logique? Est-ce que les prix bas, trop bas, ne condamnent pas certains acteurs industriels du secteur? Je ne voudrais pas être condescendant, mais comme vous êtes jeune, je ne suis pas si jeune que ça. Vous êtes très jeune, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce que vous venez de dire est en partie pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui que l'on dit ça. Ce qui est vrai, c'est que vos fournisseurs le disent, et encore plus fort aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, c'est gentiment, c'est qu'on me l'a dit toute ma vie, y compris quand j'étais le 15e distributeur français. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on nous reproche, c'est pas d'acheter moins cher. Nous n'achetons pas moins cher, mais c'est de vendre moins cher. Et il y a une sorte de coalition d'intérêts aujourd'hui entre l'industrie et certains distributeurs qui veulent refaire du gras, qui ont peur pour leur marge et qui voudraient obtenir des pouvoirs publics que je sois obligé de remonter les prix de vente. Et qui voudraient aujourd'hui, au nom de la fin de la lutte contre l'inflation, au nom de le plus grand danger, c'est la déflation. Ils voudraient nous faire payer, nous faire répercuter aux consommateurs des hausses de prix pour pouvoir trouver un peu de marge, créer de la valeur, comme ils disent. Et donc ça, j'ai entendu ça, mais toute ma vie. Donc ne croyez pas que si Casino vend 12% plus cher que moi, c'est parce que j'achète 12% moins cher que lui. Et pourtant, on lui reproche rien. On reproche rien à Monoprix. C'est plus importante, c'est ce que vous dites. Voilà, donc si vraiment la critique doit se porter sur celui qui marge le plus, c'est pas chez Leclerc qu'il faut venir manifester. Si la critique, c'est de dire que certains distributeurs vendent trop cher, c'est pas chez Leclerc qu'il faut venir manifester. Or, constatez-le, à l'heure du journal de Jean-Pierre Pernaut à 13h, enfin je ne sais pas s'il est toujours vivant et toujours à son journal, on met devant les petits producteurs et c'est les gros derrière qui viennent dire voilà, il faudrait remonter les prix, la guerre des prix est écrasante, etc. Demandez donc aux consommateurs, demandez donc aux salariés si les prix sont si bas que ça. La ministre du Commerce, Sylvia Pinel, projette de réguler le secteur des drives. C'est un projet que vous allez combattre, j'imagine?
Je ne sais pas pourquoi elle veut réguler. Un truc qui marche en France, un truc dont les Français sont pionniers, et des députés, des ministres disent il faut le réguler. Les drives, ce sont ces entrepôts hein, où les gens peuvent venir chercher leurs aliments commandés sur Internet. Hein. C'est très français comme réaction. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la même réglementation qui limite la construction des salles de cinéma à l'extérieur des villes. Et c'était théoriquement pour protéger les cinémas à l'intérieur. Hein, bon, il ne se crée plus de cinéma à l'intérieur des villes, sauf dans les grandes mégalopoles. Et en fait, cette réglementation, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, réglementer les drives, je ne sais pas pourquoi faire. Donc, il faudra que le pouvoir public s'en explique. J'avais cru comprendre qu'on ne faisait plus de réglementation, plus de législation sans rapport préalable, sans étude d'impact. Et donc, qu'on nous dise pourquoi faire, pourquoi pas, pourquoi faire. Alors, il y a un autre terrain sur lequel vous vous êtes aventuré très récemment. Vous avez publié une tribune sur les voitures électriques, sur la mobilité électrique. C'est nouveau cet intérêt pour la voiture électrique, non? C'est nouveau, parce que je ne suis pas scientifique et je ne suis pas encore complètement convaincu par le tout électrique. Il y a en moi le vieux militant écologiste qui se pose des questions. Mais la réalité, c'est que le plan français de soutien à l'industrie automobile, c'est la voiture électrique. Donc on fabrique des Zoé, on va chez Renault, chez Bolloré et toute la chaîne travailler sur l'électricité. Je constate tout simplement, et c'est du bon sens, que c'est du pipeau si on n'équipe pas la France en bornes électriques. Personne ne va acheter des voitures électriques si on doit tomber en panne d'électricité. Alors il y a une mesure toute simple aujourd'hui pour mapper la France de bornes électriques partout, c'est de rendre le coût de l'installation des bornes électriques éligible au titre des certificats d'énergie. Vous savez que nous remboursons aux consommateurs qui fait des travaux d'isolation, d'économie d'énergie, etc. Donc je me lance dans cette bataille, ça coûte rien à l'État. Ce sont les opérateurs comme nous qui de toute façon devons payer au titre des émissions de CO2 un certain nombre des masses financières considérables. Nous pouvons les mobiliser aujourd'hui en déduction de ces impôts, de ces amendes, nous pouvons les mobiliser pour équiper la France en un an de toutes les bornes nécessaires. Et bon, j'essaye d'interpeller au niveau du bon sens. Très rapidement, Michel-Édouard Leclerc, on a appris récemment, on a été surpris de l'apprendre, que vous verriez bien en ministre de l'Éducation nationale. Non. Il y a des sondages de vos confrères qui m'ont positionné comme étant quelqu'un de ministrable. Ça m'arrive de temps en temps comme ça de faire partie, c'est normal, par la popularité, la notoriété, votre nom est cité entre Nicolas Hulot et Gallois, enfin, etc. Et donc je me sens plus utile aujourd'hui dans l'économie réelle, sur le terrain. Je pense que j'ai des effets de levier plus forts que si j'étais un des ministres d'un gouvernement ou d'une majorité. Mais en même temps, bon, j'ai répondu aux questions. S'il y avait un besoin un jour, une nécessité dans le cadre d'une union nationale de venir apporter, d'avoir un apport en industrie dans la puissance publique, oui, je vois bien tous les secteurs où il y a des économies à faire, mieux gérer, apporter des idées nouvelles. Et de ce point de vue, mais d'ailleurs, vous comme moi, on n'est pas plus bêtes que d'autres. Merci Michel-Édouard Leclerc, à bientôt. Merci.